Ils ont chuchoté qu'elle était marchandise abîmée. Ils ont dit que le duc l'a seulement achetée pour régler une dette de jeu et qu'il la jetterait avant que la lune de miel ne soit finie. Le 14 octobre 1893, tout Londres a retenu son souffle alors que Lady Adeline Fairfax marchait dans l'allée de St. George's, tremblante, ses yeux fixés sur le sol pour cacher sa honte. Mais quand le duc a tendu la main non pour la frapper, mais pour la réclamer, le silence dans cette salle de bal n'est pas né de la pitié. Il est né du choc. Parce que le moment où ses doigts ont effleuré sa peau, la vérité terrifiante de leur mariage a été finalement révélée. Et ce n'était pas ce que quiconque attendait. Le brouillard s'accrochant au pavé du West End de Londres était assez épais pour goûter spécifiquement le goût de poussière de charbon et de raclement de gorge ruine imminente. Pour Lady Adeline Fairfax, cela goûtait comme la cendre. Elle était assise devant la coiffeuse dans la maison de ville de son père sur Bleak Street, un nom approprié pour une résidence qui avait été lentement dépouillée de sa chaleur, de ses meubles et de sa dignité au cours des 5 dernières années. Le miroir devant elle était fissuré dans le coin supérieur droit. Une fracture en toile d'araignée de l'époque où son père, Lord Reginald Fairfax, avait lancé un lourd gobelet en cristal contre le mur, manquant sa tête de quelques centimètres. « Arrête de te tenir avachie. » Une voix aiguë a coupé le silence. Adeline a redressé sa colonne vertébrale instinctivement. Sa belle-mère, Béatrice, se tenait dans l'embrasure, sa bouche fixée dans une ligne permanente d'insatisfaction. Béatrice portait une robe de soie cramoisie profonde, beaucoup trop chère pour leur situation financière actuelle, probablement achetée à crédit que le mariage d'Adeline était censé rembourser. « Il sera ici dans 1 heure. » Béatrice a claqué, entrant dans la pièce et lorgnant d'un œil critique le reflet d'Adeline. « Tu as l'air simple, blafarde. Pince tes jeux, fille. Nous vendons une mariée, pas un cadavre. » Adeline a baissé son regard vers ses mains. Elles étaient à vif. Elle avait passé les 3 dernières semaines à récurer les sols de cette maison elle-même après qu'ils aient laissé partir la dernière bonne. Elle a rapidement glissé ses mains sous la dentelle de sa robe de chambre. « Penses-tu qu'il sait? » Adeline a chuchoté, sa voix à peine audible. « C'est quoi? » Béatrice a sifflé, attrapant une brosse à cheveux et la tirant rudement à travers les mèches sombres et emmêlées d'Adeline. « Que tu as 23 ans et que tu es célibataire. Que ta dot est inexistante. Que ton père a perdu le domaine familial dans une partie de cartes. » « Oh, il sait. Adeline, le duc de Kensington sait tout. C'est pourquoi il t'a acheté. » Acheté. Le mot a plané dans l'air lourd et suffocant. Silas Blackwood, le duc de Kensington, le loup du Wiltshire. Les histoires à son sujet étaient insuffisantes pour faire cailler le sang. Ils ont dit qu'il était un homme sculpté de glace et de granit, un reclus qui gérait son vaste empire maritime avec une poigne de fer. Il y avait des rumeurs d'un incendie à son domaine il y a 10 ans, un incendie qui avait emporté sa première femme. Le rapport officiel disait que c'était un accident, un candélabre renversé. Les chuchotements dans les salons de thé disaient qu'il avait fermé les portes à clé. « Pourquoi moi? » Raclement de gorge, Adeline a demandé, grimaçant alors que Béatrice frappait un nœud dans ses cheveux. S'il est si riche, si puissant, il pourrait avoir n'importe quelle débutante de la saison. Pourquoi la fille d'un comte déshonoré? Béatrice a arrêté de brosser. Elle s'est penchée son visage près de celui d'Adeline, son parfum griffant et doux. Parce que toi, stupide fille, il ne veut pas ce de femme. Il veut d'une poulinière avec une marée qui est trop brisée pour se défendre. Il veut l'obéissance. Et grâce au tempérament délicieux de ton père, tu es la créature la plus obéissante de Londres. Adeline a senti le froid s'infiltrer dans ses os. Elle n'était pas mariée. Elle était sacrifiée pour effacer un grand livre. En bas, la lourde porte en chêne a claqué. La voix retentissante de son père a résonné dans la cage d'escalier. Où est-elle? La calèche arrive. Si elle nous met en retard, je lui mettrai la lanière moi-même. Adeline s'est levée, ses jambes tremblantes, encombrante.
La robe de mariée gisait sur le lit. Elle était d'occasion, altérée d'une des vieilles robes de Béatrice. La dentelle était légèrement jaunie par l'âge, sentant faiblement la naphtaline et la lavande. Alors qu'elle tirait la soie sur sa tête, elle a aperçu la faible cicatrice argentée courant le long de sa clavicule. Un souvenir d'un accident d'équitation il y a des années ou à peu près, elle disait aux gens. En réalité, c'était d'un coupe-papier que son père tenait pendant une rage à propos du prix du charbon. Elle l'a couverte avec le haut col de dentelle. Parfait. Béatrice a ricané, bien que ses yeux étaient froids. Essaie de ne pas trembler à l'hôtel. Cela te fait paraître coupable. Adeline ne se sentait pas coupable. Elle se sentait engourdie. Elle marchait vers son exécution et la seule audience serait les vautours de la société londonienne qui étaient venus regarder le nom de Fairfax finalement toucher le fond du baril. Elle est descendue les escaliers, l'ourlet de la robe jaunissante froissant comme des feuilles sèches. Son père attendait en bas, son visage rougi de cognac. « Enfin !» il a grogné, lui attrapant le bras avec une poigne qui meurtrissait. « Écoute-moi, Adeline, tu souriras, tu diras « je le veux » et tu feras tout ce que le duc te dit de faire. Si tu reviens en courant à la maison, je te laisserai dans la rue. Comprends-tu? » « Oui, père, » elle a chuchoté. Il l'a poussée vers la porte. Dehors, la calèche attendait. C'était un fiacre loué, pas même une voiture privée. Alors qu'elle entrait dans l'air humide de Londres, elle a levé les yeux vers le ciel gris. Elle s'est demandé si Silas Blackwood serait aussi cruel que son père. Elle s'est demandé si à cette heure demain elle souhaiterait s'être enfuie dans le brouillard et n'avoir jamais regardé en arrière. St. George's Hanover Square était une caverne de jugement. Malgré le court préavis, les bancs étaient bondés. La curiosité était un puissant motivateur, et la combinaison du duc reclus et de la fille du comte déshonoré était un appât irrésistible. L'air à l'intérieur de l'église était étouffant, épais de l'odeur de bougies de cire d'abeille chère et des murmures étouffés, venimeux de l'aristocratie. Adeline se tenait dans le vestibule, son cœur martelant contre ses côtes comme un oiseau piégé. À travers les portes ouvertes, elle pouvait voir la mère de chapeau et de bonnet. Elle a vu Lady Geneviève se ventiler avec force au troisième rang. La femme qui avait répandu la rumeur qu'Adeline avait un enfant secret à la campagne. Un mensonge, mais un qui avait coûté à Adeline ses premières fiançailles. Elle a vu les créanciers hommes avec des yeux perçants et des costumes plus perçants, attendant de voir si la fusion se concrétiserait réellement. Et au bout de la longue allée, debout dans l'ombre de l'hôtel, il y avait lui, Silas Blackwood. Il était plus grand qu'elle n'imaginait. Alors que les autres hommes de l'Église s'avachissaient dans leurs jaquettes, il se tenait avec une rigidité militaire. Son dos était large, étirant le tissu de son manteau noir. Il ne s'est pas retourné pour regarder l'entrée. Il a regardé droit devant lui le vitrail comme s'il attendait un train plutôt qu'une mariée. « Bouge !» son père a sifflé, lui secouant le bras. L'orgue a gémi à la vie. La marche nuptiale pour Adeline. Cela sonnait comme une lamentation funèbre. Elle a fait un pas en avant. Pied gauche, pied droit. Ne trébuche pas. Ne pleure pas, ne lève pas les yeux. Le chuchotement est commencé immédiatement. Il l'a submergé comme une vague physique. Regarde la robe. Est-ce que sûrement c'est de la dentelle de la saison dernière? Elle a l'air malade. Penses-tu qu'elle est déjà enceinte? Il ne s'est même pas retourné. Il la déteste déjà. Pauvre chose. Je lui donne 1 mois avant qu'il ne l'enferme au grenier. Adeline a baissé son regard. Elle s'est concentrée sur le motif carrelé du sol, des losanges noirs et blancs, simples, ordonnés, contrairement à sa vie. Elle a senti la chaleur de centaines d'yeux brûlant sa peau. Elle a senti la honte de sa pauvreté, la honte de la réputation de son père, la honte d'être vendue. Son menton a plongé plus bas jusqu'à ce que son menton touche presque sa poitrine. Elle voulait disparaître. Elle voulait que le sol s'ouvre et l'avale entière. Ils ont atteint l'hôtel. Son père a pratiquement jeté sa main,
reculant avec un soupir de soulagement. Il en avait fini avec elle. Adeline se tenait seule à côté de la figure massive du duc. Elle était si proche qu'elle pouvait le sentir. Pas de cognac et de tabac rassis comme son père, mais quelque chose de plus propre. Bois de santal, pluie et quelque chose de métallique comme de l'acier poli. Le prêtre a commencé à parler d'une voix monotone du devoir et de l'obéissance. Adeline a fixé les chaussures du duc. Elles étaient impeccablement polies. « Voulez-vous silence, Edward Blackwood? Prenez cette femme, je le veux. » La voix était profonde, résonnante, vibrant à travers les planchers. Elle n'était pas en colère, elle était juste absolue. « Et voulez-vous Adeline Mary Fairfax? » La gorge d'Adeline s'est resserrée. Elle a ouvert sa bouche, mais aucun son n'est sorti. La panique a éclaté dans sa poitrine. « Parle, stupide fille. Parle ou il nous détruira. » Elle a rauqué, elle a éclairci sa gorge, les larmes lui piquant les yeux. Je le veux. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, c'était l'heure de l'anneau. C'était le moment qu'elle redoutait. Il devrait la toucher. Elle s'attendait à une prise brutale, une démonstration de possession. Elle s'est préparée, tressaillant légèrement en voyant sa main bouger dans sa vision périphérique. Il a tendu la main. Adeline a serré les yeux, détournant son visage, anticipant la prise dure que son père utilisait toujours. Mais elle n'est pas venue. Au lieu de cela, elle a senti une chaleur planer au-dessus de sa main. Puis, doucement, incroyablement doucement, ses doigts ont glissé sous sa paume. Sa peau était raclement de gorge cailleuse, rugueuse contre sa main douce, mais sa prise était légère. Il ne l'a pas serrée. Il a attendu. Il a attendu qu'elle arrête de trembler. Le silence dans l'église s'est déplacé. Le chuchotement a cessé. Adeline a ouvert ses yeux, confuse. Elle a regardé leurs mains jointes. Sa main était massive, éclipsant la sienne, mais il tenait ses doigts comme s'ils étaient une fête de verre filé. Lentement, avec hésitation, elle a levé son regard. Elle a regardé au-delà de sa poitrine, au-delà de la ligne nette de sa mâchoire jusqu'à son visage. Silas Blackwood n'était pas beau au sens raclement de gorge conventionnel. Son visage était dur avec des pommettes hautes et un nez qui avait clairement été cassé une fois. Il y avait une cicatrice traversant son sourcil gauche, mais ce sont ses yeux qui lui ont coupé le souffle. Ils n'étaient pas froids, ils n'étaient pas morts, ils étaient d'un gris perçant, orageux, et ils étaient fixés sur elle avec une intensité qui lui faisait les genoux faibles. Il ne regardait pas sa robe. Il ne regardait pas sa cicatrice. Il la regardait, elle. Et dans ce regard, elle n'a pas vu de mépris. Elle a vu de la reconnaissance. Il a glissé la lourde bague en or sur son doigt. Elle était chaude de sa poche. Vous pouvez s'embrasser la mariée. L'air a quitté la pièce. C'était ça. La revendication publique. Silas s'est rapproché. Adeline a gelé. Il la dominait. Il a levé une main et toute la congrégation a semblé se pencher, s'attendant à ce qu'il la saisisse pour marquer son territoire. Sa main a enveloppé sa joue. Son pouce a essuyé une larme qu'elle n'avait pas réalisé être tombée. « Respire, Adeline. » Raclement de gorge. Il a chuchoté sa voix si basse que seule elle pouvait l'entendre. « Je t'ai. Tu es en sécurité maintenant. » Les mots l'ont frappé comme un coup physique. En sécurité. Il s'est penché et a pressé ses lèvres sur les siennes. Ce n'était pas le baiser dévorant d'une bête. C'était ferme, chaste, mais possédant une puissance réprimée qui la terrifiait et l'excitait. Raclement de gorge. C'était une promesse. Il s'est retiré, gardant sa main sur sa joue une seconde de plus que nécessaire, protégeant son visage des regards indiscrets de la foule. Il a tourné légèrement la tête, lançant un regard menaçant par-dessus son épaule à la congrégation, à Lady Geneviève, au créancier, à son père. Le regard sur son visage était terrifiant. C'était un grognement silencieux qui disait « Elle est à moi, regardez-la de travers, et je vous finirai. » Il s'est tourné vers elle, offrant son bras. « Allons-nous, duchesse. » Adeline l'a fixé, son monde basculant sur son axe. Elle a posé sa main sur son avant-bras.
Il était dur comme de la roche. Alors qu'il marchait de nouveau dans l'allée, le silence était assourdissant. La salle de bal, ou plutôt la nef de l'église, n'a pas juste retenu son souffle, elle s'en est étouffée. Son père avait l'air furieux, confus par le manque de soumission. Béatrice avait l'air pâle, mais Adeline n'a pas baissé son regard cette fois. Elle a gardé ses yeux sur la sortie, sur les portes ouvertes, et sur l'homme à côté d'elle qui venait d'entrer dans la fosse aux lions et avait réclamé l'agneau blessé, non pour le dîner, mais pour la protection. Mais alors qu'il montait dans la calèche et que la lourde porte a claqué, les coupant du monde, la chaleur a instantanément disparu des yeux de Silas. Il a retiré sa main de la sienne, comme s'il avait été brûlé. Il s'est penché en arrière contre les coussins de la calèche, son visage se transformant en pierre une fois de plus, qu'il a dit, sa voix, dépourvue de la tendresse qu'il avait montrée à l'hôtel, devrait suffire pour le public. Ne vous y attendez pas en privé, Adeline. La calèche a bondi en avant. Adeline est restée figée, la bague en or lourde à son doigt. La performance était finie. Le cauchemar, semble-t-il, ne faisait que commencer. Le trajet en calèche de Londres au Wiltshire n'était pas un voyage. C'était un test d'endurance. Pendant la première heure, Adeline est restée assise les mains si serrées dans son giron que ses jointures sont devenues blanches. Elle a attendu que Silas parle pour expliquer la dualité de sa nature, le protecteur dans l'Église, et la statue maintenant assise en face d'elle. Mais il n'a pas parlé. Il ne l'a même pas regardé. Il avait produit une pile de correspondants d'une sacoche en cuir et les lisait avec un froncement de sourcils, la lampe à huile vacillante projetant de longues ombres dansantes sur son front cicatrisé. Dehors, le brouillard de Londres a cédé la place à la pluie battante de la campagne. Le bruit rythmique du roulement des roues sur la route boueuse était hypnotique et solitaire. « Monseigneur », Adeline a osé finalement, sa voix petite dans l'espace confiné. Silas n'a pas levé les yeux. Il a tourné une page, le papier froissant brusquement. « C'est votre grâce ou Silas si nous sommes en privé. Monseigneur me fait sonner comme un magistrat. » Silas, elle a testé le nom. Il se sentait lourd sur sa langue. « Dans l'église, vous étiez, si j'entends. » Il a finalement levé les yeux. Les yeux gris étaient un plat dépouillé de la tempête qu'elle avait vue plus tôt. « J'étais nécessaire, Adeline. Ton père regardait, les créanciers regardaient. Si j'apparaissais indifférent, ils supposeraient que tu es faible, et ils tourneraient en rond comme des requins. Si j'apparais possessif, ils craindront de te contrarier, parce qu'ils craignent de me contrarier. » Donc, c'était une performance, elle a dit, un goût amer montant dans sa gorge. « Le mariage est une performance, » il a répondu simplement, retournant à ses papiers. « Nous avons un contrat. Je requiers une femme pour gérer les attentes sociales de ma position et pour calmer les rumeurs que je suis un monstre qui mange des débutantes au petit déjeuner. Tu requiers stabilité et protection de ton père. » Adeline a tressailli à la mention de son père. Silas a remarqué. Ses yeux se sont rétrécis d'une fraction, mais il n'a rien dit. Il y a des règles. Il a continué son ton, clinique. 1. Tu dirigeras le ménage, mais tu n'interféreras pas avec mes affaires. 2. Tu n'entreras jamais dans mon bureau privé dans l'aile ouest sans une invitation. 3. Nous maintiendrons des chambres séparées. Adeline a cligné des yeux, stupéfaite. Chambres séparées? Mais l'air, la mâchoire de Silas s'est resserrée. Un muscle a tressailli dans sa joue. Ce n'est pas une préoccupation pour cette nuit. Ou le proche avenir. Est-ce compris? Oui, elle a chuchoté, s'enfonçant dans le rembourrage. Elle aurait dû être soulagée. Elle n'aurait pas à injurer le lit conjugal avec un étranger. Pourtant, une étrange vieillesse s'est installée dans sa poitrine. Il ne voulait pas juste un mariage de convenance. Il voulait un mariage de fantôme. Ils ont roulé en silence pendant les 4 heures restantes. Quand la calèche a finalement ralenti, il faisait nuit noire dehors. Adeline a regardé à travers le verre strié de pluie. Un portail en fer massif se profilait, flanqué de gargouilles en pierre. Alors qu'il passait, la foudre a éclaté
illuminant la silhouette de Blackwood Manor. Ce n'était pas une maison. C'était une forteresse de pierre sombre, s'élevant des landes comme une dent déchiquetée. Des tourelles perçaient le ciel, et le lierre étranglait les murs en épaisses cordes sombres. Seules quelques fenêtres étaient éclairées, ressemblant à des yeux jaunes les regardant approcher. La calèche s'est arrêtée dans la cour. Des laquais avec des parapluies se sont précipités en avant, mais Silas était déjà dehors. Il ne les a pas attendus. Il a ouvert la porte lui-même et a tendu une main à Adeline. « Bienvenue à la maison », il a dit, bien que les mots sonnaient plus comme une sentence qu'un salut. Elle a pris sa main, descendant dans les flaques. Le vent ici était féroce, sentant la terre mouillée et le pain. À l'intérieur, le grand hall était caverneux. Un grand escalier montait dans les ombres. Une ligne de serviteurs se tenait rigide, attendant. « C'est Madame Sterling », Siwa se dit, faisant un geste vers une grande femme aux cheveux gris acier et un visage qui semblait n'avoir jamais connu un sourire. Elle gère le ménage. Madame Sterling a fait la révérence ses yeux, balayant la robe bon marché d'Adeline avec un dédain professionnel. « Votre grâce, nous avons préparé la suite rose pour la nouvelle duchesse. »« Bien, » cela se dit. Il s'est tourné vers Adeline. « J'ai du travail à faire. Madame Sterling vous montrera vos chambres. Le dîner vous sera envoyé. Je ne dîne pas le soir. »« Vous me quittez ?» Adeline a demandé, la panique s'enflammant de nouveau. Elle était dans un étrange château gothique avec des étrangers. « Je vais travailler, Adeline. Je suggère que tu te reposes. Tu as l'air épuisé. » Il a tourné sur son talon et a marché vers une lourde porte en chêne à l'extrémité du hall, l'aile ouest. Adeline l'a regardé partir, se sentant plus petite qu'elle ne l'avait jamais été dans la maison de son père. « Si vous voulez me suivre, votre grâce, Madame Sterling a dit, sa voix sèche comme du parchemin. » Alors qu'Adeline suivait la gouvernante dans les escaliers qui grinçaient, elle a remarqué les portraits sur les murs, ancêtres de la lignée Blackwood. Ils avaient tous l'air sinistres. Raclement de gorge. Mais en haut du palier, il y avait un espace vide sur le mur, un rectangle où un tableau avait clairement été retiré. Le papier peint était moins décoloré là. Qui était là? Adeline a demandé. Madame Sterling n'a pas regardé en arrière. La duchesse précédente, votre grâce, le maître l'avait fait brûler. Adeline a dégluti difficilement. Brûler? Tout comme les rumeurs disaient qu'il avait fait à la femme elle-même. Elle a resserré son châle autour de ses épaules. Cela allait être une nuit très froide. La suite rose était belle d'une manière terrifiante, comme un musée. Les murs étaient couverts de damas de soie, de la couleur du sang séché. Les meubles étaient en acajou lourd, sculptés de lions et de vignes. Un feu rugissait dans la cheminée, mais il faisait peu pour chasser le froid qui semblait rayonner des murs de pierre. Adeline était assise sur le bord du massif lit à baldaquin. Elle avait pris un bain d'eau chaude et parfumée de jasmin, un luxe qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Elle portait une chemise de nuit en fin coton blanc que Madame Sterling avait fournie, affirmant que son ancienne n'était bonne que pour les chiffons. L'horloge grand-père dans le coin a sonné minuit. Silas avait dit chambre séparée, mais la porte de la pièce adjacente, les quartiers du duc, est restée fermée. Elle a fixé la poignée en laiton. Était-elle verrouillée? Était-elle là? Elle se sentait comme une intruse dans sa propre vie. Chaque surface dans la pièce était exempte de poussière, pourtant l'air semblait stagnant, comme si la pièce avait retenu son souffle pendant 10 ans. Sur la coiffeuse, il y avait une brosse à cheveux en argent. Quand Adeline l'avait ramassée plus tôt, elle a trouvé une seule longue mèche de cheveux blonds prise dans les poils. La première femme de Silas, Lydia, avait été blonde. Glenn a frissonné et a posé la brosse. Elle ne pouvait pas dormir. Le vent hurlait contre les carreaux des fenêtres, sonnant comme des voix hurlant pour entrer. Soudain, la poignée de la porte adjacente a tourné. Adeline a sauté, s'agrippant au montant du lit, son cœur martelant contre ses côtes. Il vient. Il a changé d'avis. C'est un homme après tout, et il a acheté une femme. La porte s'est ouverte. Silas se tenait sur le seuil.
Il ne portait pas de vêtements de nuit. Il était toujours dans son pantalon de cérémonie et une chemise de soirée blanche, bien qu'il ait jeté son manteau et sa cravate. Les boutons supérieurs de sa chemise étaient défaits, révélant le creux de sa gorge. Ses cheveux étaient humides, comme s'il avait marché sous la pluie. Il s'est arrêté quand il l'a vue debout près du lit, tremblante. Il a regardé la chemise de nuit blanche, ses yeux parcourant sa silhouette. Adeline a retenu son souffle, attendant le regard prédateur, la luxure. Mais Silas n'avait pas l'air luxurieux. Il avait l'air peiné. Il est entré dans la pièce apportant l'odeur de pluie et de whisky avec lui. Il n'est pas venu vers elle. Il a marché vers la fenêtre et a regardé dans l'obscurité. La tempête s'aggrave. Il a murmuré sa voix rauque. « Est-ce qu'il y a quelque chose que vous requérez, Silas? » Adeline a demandé, sa voix tremblante. Il s'est tourné lentement. « Tu as peur de moi. » Ce n'était pas une question. « Je ne te connais pas. » Elle a éludé. « Tu as entendu les histoires, » il a dit, faisant un pas vers elle. « Que j'ai tué Lydia, que je suis un monstre. Je n'écoute aucune rumeur. » Elle a menti. Silas a lâché un rire dur et sec. « Tu es une terrible menteuse, Adeline. Ton père te fait sortir la vérité à coups il y a longtemps, n'est-ce pas? » Adeline a haleté instinctivement, reculant, sa main s'envolant vers le col haut de sa chemise de nuit pour couvrir la cicatrice sur sa clavicule. Les yeux de Silas ont claqué vers sa main. En deux longues enjambées, il était de l'autre côté de la pièce. Adeline a serré les yeux, recroquevillée. « Ne fais pas ça, » elle a gémi. Mais il n'a pas frappé. Sa main a attrapé son poignet, non pour blesser, mais pour retirer sa main de son cou. « Ouvre tes yeux, » il a commandé. Adeline les a ouverts. Silas fixait la cicatrice, son expression illisible. Son pouce a tracé la ligne argentée de vieille peau. Son toucher était électrique, lui envoyant une décharge qui n'était pas de la peur, mais quelque chose d'entièrement nouveau. « Reginald a fait ça ?» il a demandé, sa voix mortellement calme. C'était un accident. Elle a bégayé, le vieux mensonge tombant de ses lèvres. Un coupe-papier. Un coupe-papier ne laisse pas une cicatrice déchiquetée comme celle-ci, à moins qu'il ne soit enfoncé avec force. Silas a grogné. Il a lâché son poignet et a reculé, passant une main dans ses cheveux sombres. Il avait l'air furieux, arpentant la pièce comme un tigre froid. Je savais qu'il était un joueur et un ivrogne, Silas se marmonnait à lui-même. Je ne savais pas qu'il était un boucher. Il a arrêté de faire les 100 pas et l'a regardé. La colère sur son visage s'est adoucie en quelque chose de profond et de triste. « Adeline, » il a dit, sa voix baissant d'une octave. « Regarde-moi. » Elle a rencontré son regard. « Je ne suis pas un homme bon, » il a dit. « J'ai fait des choses pour protéger ce domaine qui te freine les cheveux blancs, mais je ne blesse pas les femmes, et je ne blesse certainement pas l'oiseau terrifié que j'ai trouvé dans une cage sur Blake Street. » Il a marché vers la porte adjacente. Il a tiré une clé de sa poche, une lourde clé en fer. « Je t'ai dit que nous aurions des vies séparées, » il a dit. Il a inséré la clé dans la serrure de son côté de la porte. « Je te donne la seule clé. Tu verrouilles cette porte ce soir. Tu la verrouilles chaque nuit. Je n'entrerai pas à moins que tu ne m'invites. Et si tu ne m'invites jamais, alors la porte reste verrouillée pour forever. » Adeline a fixé la clé. Il lui donnait le contrôle. Il lui donnait une arme contre lui. Pourquoi, elle a chuchoté? Parce que, Silas a dit, ses yeux s'assombrissant d'une douleur secrète qu'elle ne pouvait pas comprendre. Je ne suis pas celui dont tu as besoin d'être protégé. Mais tant que tu ne crois pas cela, tu as besoin d'une serrure. Il est retourné dans sa chambre. Dors bien, duchesse. Demain, le vrai travail commence. Londres pense que tu es une victime. Nous allons leur montrer qu'ils avaient tort. Il a fermé la porte. Adeline est restée dans le silence un long moment. Puis, avec des doigts tremblants, elle a tourné la clé. Le clic a résonné dans la pièce. Raclement de gorge. Elle est montée dans le massif lit froid. Mais alors qu'elle y était allongée écoutant la tempête,
Elle a réalisé quelque chose d'étrange. Pour la première fois en 5 ans, sous le toit d'un homme qu'ils appelaient un monstre, elle s'est sentie entièrement complètement en sécurité. Mais la sécurité, elle l'apprendrait bientôt, était une illusion à Blackwood Manor, car alors qu'elle s'assoupissait, elle a entendu un son venant du couloir. Pas le vent, pas la pluie, c'était le son de pas arpentant devant sa porte, aller-retour, aller-retour. Silas ne dormait pas, il gardait sa porte. Le soleil du matin à Blackwood Manor ne s'est pas doucement filtré. Il a percé la pièce. Adeline s'est réveillée en sursaut, sa main s'envolant instinctivement vers la clé en laiton qu'elle avait glissée sous son oreiller. La porte était toujours verrouillée. Elle était en sécurité. Elle s'est levée, s'habillant d'une simple robe de chambre grise qu'elle a trouvée dans l'armoire. Elle était en fine laine, plus chaude que tout ce qu'elle avait possédé à Londres. Pourtant, elle a senti un frisson en entrant dans le couloir. La maison était silencieuse, sauf pour le tic-tac rythmique lointain d'une horloge. Se souvenant de la première règle de Silas, tu dirigeras le ménage, elle a décidé d'inspecter son nouveau domaine. Elle a erré à travers l'aile est passant des pièces couvertes de draps de poussière jusqu'à ce qu'elle trouve un salon de matin ensoleillé au rez-de-chaussée. Il semblait être utilisé comme bureau informel. Un lourd bureau en chêne se trouvait près de la fenêtre. Sur lui gisait un grand livre relié en cuir laissé ouvert comme si quelqu'un avait été interrompu en pleine entrée. La curiosité, une chose dangereuse qu'elle avait supprimée pendant des années, est bouillonnée. Elle a jeté un coup d'œil à la porte, vide. Elle a fait un pas en avant et a regardé les pages. C'était un registre des comptes du ménage. Des chiffres étaient imprécis. L'écriture acérée et anguleuse la main de Silas. Elle a balayé les colonnes. Nourriture pour le grain, réparation d'écurie, salaire des serviteurs. Puis un nom a attiré son œil près du bas de la page. Fairfax. Son souffle s'est coupé. Elle a tracé la ligne avec un doigt tremblant. 12 août 1890. Dette de jeu Lord Fairfax. White's Club. 455. Le 3 novembre 1891. Lord Fairfax. Frais juridiques. Accusation d'agression. 200. Le 15 juillet 1892. Lord Fairfax. Argent du silence. L'incident Baker. 600. Adeline a haleté, sa main s'envolant à sa bouche. Les dettes remontaient à 3 ans. Silas ne l'avait pas juste acheté il y a 3 jours. Il payait pour les erreurs de son père depuis des années, bien avant que le contrat de mariage ne soit signé. Pourquoi, elle a chuchoté à la pièce vide, pourquoi le duc de Kensington financerait-il secrètement un compte démuni? La lumière est meilleure dans le jardin. Adeline s'est retournée, claquant le grand livre. Silas se tenait près des portes-fenêtres qui menaient à la terrasse. Il ne portait pas son habituel manteau noir sévère. Il était en manche de chemise, ses avant-bras exposés, révélant des muscles cordés et un saupoudrage de poils sombres. Il tenait une paire de cisailles de jardin. Il n'avait pas l'air en colère qu'elle fouille. Il avait l'air fatigué. Je regardais juste les comptes. Elle a bégayé, son cœur battant la chamade. Et vous avez trouvé la colonne de charité? Silas se dit sèchement, entrant dans la pièce. Il a essuyé une traînée de saleté de son front, laissant une tache sur sa peau qui le faisait paraître étonnamment humain. Je suppose que vous avez des questions. Vous avez payé ses dettes, Adeline a dit, sa voix gagnant une fraction de force. Pendant 3 ans, vous avez gardé un toit sur ma tête. Vous l'avez gardé hors de prison. Je protégeais un investissement, Silas a dit, ses yeux devenant froids de nouveau, le mur montant. Je savais que j'aurais besoin d'une femme éventuellement. Votre lignée est impeccable, même si votre père est une sangsue. Je ne pouvais pas avoir le nom de Fairfax traîné dans la boue avant de l'acquérir. L'acquérir? Elle a répété le mot piquant comme une gifle. Est-ce tout ce que je suis? Une acquisition comme un cheval de prix. Silas a marché vers le bureau. Il s'est penché près, si près qu'elle pouvait sentir la terre et la pluie sur lui. L'intensité de son regard l'a cloué sur place.
Si tu étais un cheval, Adeline, je t'aurais dressé à la selle. Il a dit doucement, sa voix rauque. T'ai-je brisé? Elle l'a fixé. Il lui avait donné une clé. Il avait gardé sa porte. Non, elle a chuchoté. Alors ne m'insultez pas en prétendant que je suis le méchant que vous voulez que je sois, il a dit. Il a redressé son expression, se fermant. Je taille les roses. Le jardinier a la main trop lourde. Vous pouvez me rejoindre si vous souhaitez voir le parc ou vous pouvez vous cacher dans votre chambre. Le choix, comme toujours, est le vôtre. Il s'est retourné et est sorti de nouveau au soleil. Adeline est restée figée, son instinct, affûté par des années de rage de son père, lui criait de courir à sa chambre et de verrouiller la porte. Mais le grand livre, il avait sauvé son père de la prison. Il l'avait sauvé des rues des années avant même qu'elle ne connaisse son nom. Elle a pris une profonde inspiration, a lissé ses jupes et l'a suivi par les portes-fenêtres. Le jardin était un labyrinthe de hautes haies et de chemins de pierre menant à une immense roseraie clairement négligée. Les épines poussaient sauvagement, étouffant les fleurs. Silas était à genoux dans la terre, attaquant une ronce particulièrement vicieuse avec une violence concentrée. Adeline l'a regardé un instant. « Vous avez manqué un endroit », elle a dit doucement. Silas a arrêté les cisailles planant au-dessus d'une branche. Il a levé les yeux, protégeant ses yeux du soleil. Un coin de sa bouche a tressailli presque un sourire. « Ai-je fait ça? » La branche inférieure, elle siphonnant la force de la tige principale. « Si vous la coupez, la fleur sera plus grande. » Silas s'est rassis sur ses talons. Il a regardé le rosier, puis elle. Il lui a tendu les cisailles. « Montrez-moi. » Adeline a hésité. Elle s'est approchée de lui, la soie de sa robe froissant sur l'herbe. Elle s'est agenouillée à côté de lui, ignorant la saleté tachant son ourlet. Elle a pris les lourdes cisailles en fer. Sa main a effleuré son calchot vivant. Elle a atteint dans le fouillis épineux et trouvé la branche parasite et a serré. Le bois a cassé. Ma mère aimait les roses, elle a dit doucement, fixant la plante. Avant qu'elle ne meure, elle m'a appris que tu dois blesser le buisson pour le faire pousser. Tu dois couper les parties mortes. Silas a regardé son prophète, ses yeux gris s'adoucissant. Et qu'en est-il des parties qui sont juste abîmées? Adeline l'a regardé. Ils étaient à quelques centimètres. Elle pouvait voir les taches d'argent dans son iris. Elle pouvait voir la cicatrice déchiquetée à travers son sourcil. « Tu les soutiens », elle a dit, sa voix à peine un chuchotement, jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour se tenir seuls. Pendant un instant, l'air entre eux a crépité avec quelque chose qui n'était pas de la peur et n'était pas du devoir. C'était une attraction magnétique terrifiante. Silas a tendu sa main, planant près de sa joue, juste comme il l'avait fait au mariage. « Votre grâce. » La voix aiguë de Madame Sterling a brisé le moment. Silas a retiré sa main instantanément, son visage durcissant en granit. Il s'est levé, dominant Adeline. « Qu'y a-t-il, Madame Sterling? » Il a aboyé. « Un télégramme de Londres, votre grâce, la gouvernante a dit, tendant un plateau d'argent. » Elle a regardé Adeline, agenouillée dans la terre avec dédain. Et une couturière est arrivée pour la duchesse. Silas a pris le télégramme. Il raclement de gorge, le téchewing. Comme gorge. L'a déchiré ouvert ses yeux. Balayant le texte, sa mâchoire s'est resserrée. « Il semble que notre lune de miel est finie, » il a dit sombrement. « Le comte de Harriot organise son bal d'automne. Nous sommes convoqués. » Il a regardé Adeline, offrant une main pour l'aider à se lever. Cette fois, sa prise était ferme, professionnelle. « Faites vos bagages, Adeline. Nous sommes retournés au Shark Tank, et cette fois, tu ne peux pas regarder le sol. Tu dois les regarder dans les yeux. » Londres était plus bruyante qu'Adeline ne se souvenait, ou peut-être le silence de Blackwood Manor avait-il juste été si profond. Ils ont séjourné dans la maison de ville de Silas à Mayfair. Pendant 2 jours, Adeline a été piquée, sondée et épinglée par une équipe de couturières françaises que Silas avait embauchées. Il n'a épargné aucune dépense, soit velours diamant. Il l'armait pour la nuit du bal.
Madame Adeline se tenait devant le grand miroir dans le foyer. Elle se reconnaissait à peine. La robe était un velours vert émeraude profond qui serrait sa taille et s'évasait en une traîne dramatique. L'encolure était plus basse que tout ce qu'elle avait jamais porté, exposant la peau crémeuse de sa poitrine et la faible ligne argentée de la cicatrice. Elle a levé la main pour la couvrir, mais la main de Silas a attrapé son poignet. Il se tenait derrière elle, resplendissant en tenue de soirée formelle, une épingle de saphir dans sa cravate. Il avait l'air de chaque pouce du puissant duc. « Laisse-le », il a commandé bas à son oreille. « C'est laid », elle a chuchoté, « les gens regarderont. » « Laisse-les regarder », Silas a dit, rencontrant ses yeux dans le miroir. « C'est une cicatrice de bataille. Elle montre que tu as survécu cette nuit. Tu n'es pas Adeline, la victime. Tu es la duchesse de Kensington. Tu m'appartiens et je ne collectionne pas les choses brisées. Je collectionne les trésors. » Il a placé un lourd collier d'émeraude et de diamants autour de son cou. Les pierres fraîches reposaient juste sur la cicatrice, ne la cachant pas, mais l'encadrant. « Prête ?» il a demandé. Adeline a pris une inspiration tremblante. Elle a regardé la femme dans le miroir, les cheveux sombres empilés haut, les bijoux, le menton tenu haut. Prête, la salle de bal de Harriet House était un kaléidoscope de couleurs et de bruits. Quand le laquais a annoncé le duc et la duchesse de Kensington, la pièce est redevenue silencieuse. Mais cette fois, Adeline n'a pas baissé les yeux. Elle a senti la main de Silas sur le petit de son dos, une marque de chaleur chaude et solide. « Jetés », son toucher semblait dire. Ils sont descendus le grand escalier. Adeline a vu les visages, le choc, la jalousie. Lady Geneviève a laissé tomber son éventail. Son père, debout près du bol de punch, avait l'air d'avoir vu un fantôme. « Ils attendent que tu trébuches », Silas a murmuré, ses lèvres bougeant à peine. « Déçois-les. » Adeline a souri. C'était une petite chose, acérée. Avec plaisir, ils ont atteint le sol. Silas l'a entraîné dans la foule. Il n'a pas quitté son côté. Quand des hommes se sont approchés pour parler d'affaires, Silas l'a présenté. Quand des femmes ont offert des compliments à double tranchant, Silas a répondu avec un esprit si sec et coupant qu'il les a laissés sans voix. Puis vint la valse. Silas l'a mené au centre de la piste. Alors que la musique commençait, il l'a tiré près, plus près qu'il n'était strictement convenable. Sa main était grande et possessive sur sa taille. « Vous vous en sortez bien », il a dit, la faisant tourner. « Je suis terrifié », elle a admis, le regardant. « Bien, la peur vous garde aiguisé. » Silas, elle a posé la question brûlant en elle. « Le grand livre. Pourquoi avez-vous vraiment payé ces dettes? » Ce n'était pas juste pour protéger le nombre de familles. L'expression de Silas s'est resserrée. « Adeline pas ici. Dis-moi. » Il l'a fait tourner de nouveau, le velours émeraude tourbillonnant autour de ses jambes. « Parce qu'il a grincé, je t'ai vu il y a 3 ans chevauchant dans Hyde Park. Tu t'es arrêté pour aider un chien errant qui avait été frappé par une calèche. Ton père t'a frappé pour l'avoir retardé. J'ai vu le feu dans tes yeux avant que tu ne baissesses la tête. J'ai su alors que tu te noyais. Je ne pouvais pas te tirer de là alors, mais je pouvais empêcher l'eau de monter. Adeline a manqué un pas. Il l'a rattrapée sans effort. Il la regardait, la protégeant depuis 3 ans. Avant qu'elle ne puisse traiter cela, la musique s'est arrêtée. Silas a salué, mais avant qu'ils ne puissent se redresser, une ombre est tombée sur eux. Eh bien, le loup est sorti de sa tanière. C'était un homme qu'Adeline ne connaissait pas. Il était plus âgé avec une épaisse moustache grise et des yeux comme du silex. Sir Thomas Grady, le plus grand rival de Silas dans le commerce maritime. Grady, Silas a reconnu, sa voix baissant à un grognement. Il a fait un pas légèrement devant Adeline. « Et c'est la nouvelle mariée », Grady a dit, ses yeux balayant Adeline lascivement. « Une Fairfax. Good cher Blackwood, bien que je suppose que vous pouvez vous le permettre étant donné comment vous avez acquis votre fortune. » L'air autour d'eux est devenu froid.
Les gens à proximité ont arrêté de parler pour écouter. Prudent, Thomas, Silas a averti. Prudent, Grady a ri. Pourquoi la duchesse est-elle inconsciente? Sait-elle comment le domaine Blackwood a fait sa récupération soudaine il y a 10 ans? Sait-elle pour l'argent de l'assurance? Adeline a senti Silas se raidir. Sa main sur son bras s'est resserrée douloureusement. Ça suffit, Silas a dit. Ils disent que la première duchesse était gênante. Grady a ricané, se penchant. Un incendie est une façon si désordonnée de résoudre un problème conjugal, mais très profitable. Silas a relâché Adeline, ses mains enroulées en poing à ses côtés. La violence rayonnant de lui était palpable. Reprenez ça, Silas a dit sa voix un faible grondement de tonnerre. Ou quoi? Grady a défié. Vous me brûlerez aussi. Silas a fait un pas en avant. Adeline a vu la rage dans ses yeux, la même rage que son père avait. S'il frappait cet homme ici devant tout le monde, il serait le monstre qu'il prétendait tous qu'il était. Il serait ruiné. Adeline a bougé. Elle s'est placée entre Silas et Grady. Elle a posé sa main à plat sur la poitrine de Silas, sentant son corps martelé contre sa paume. Silas, elle a dit clairement. Il l'a regardé, la brume rouge dans ses yeux s'éclaircissant légèrement. Elle s'est tournée vers Grady. Elle s'est dressée de toute sa hauteur, les émeraudes à sa gorge scintillant. Sir Thomas, elle a dit, sa voix résonnant à travers le cercle silencieux de spectateurs. Vous parlez de feu. Il est intéressant que vous le mentionniez. Mon mari a reconstruit un empire à partir des cendres. Il emploie 1000 hommes. Il construit des orphelinats dans l'East End. Qu'avez-vous construit, Sir Thomas? À part une réputation de commérage habituellement réservée aux poissonnières. Un halètement a parcouru la foule. Quelqu'un a gloussé. Le visage de Grady est devenu violet. Maintenant, voyez ici. Non, vous voyez ici. Adeline l'a coupé, canalisant chaque once de l'ortinesse de Béatrice qu'elle avait jamais vue. Si jamais vous parlez de mon mari ou de sa défunte femme avec un tel irrespect de nouveau, vous découvrirez que la flotte Blackwood ne transportera plus votre cargaison. Et je crois, Sir Thomas, que cela représente 80% de votre commerce. Elle s'est tournée vers Silas, dont les yeux étaient grands d'un choc et d'une fierté inoubliable. « Je crois que j'ai besoin d'air, votre grâce, » elle a dit calmement. « Voulez-vous m'escorter? » Silas l'a fixé pendant un battement de cœur, puis un lent, dangereux sourire a courbé ses lèvres. Il a pris son bras. « Ce serait mon honneur, duchesse. » Ils se sont éloignés, laissant un Sir Thomas stupéfait dans leur sillage. Ils ont atteint le balcon, l'air frais de la nuit frappant leur visage rougi. Silas l'a tourné vers lui immédiatement. Il l'a regardé comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. « Vous, » il a dit, secouant sa tête avec incrédulité. « Vous avez menacé d'embargo son commerce. »« Je ne sais même pas si nous pouvons faire ça, » Adeline a admis. Ses genoux tremblant soudainement, alors que l'adrénaline s'estompa. « Nous pouvons. » Silas a ri un vrai son riche qu'elle n'avait jamais entendu. « Et nous le ferons demain. » Il a enveloppé son visage dans ses mains. L'intensité était de retour, mais elle n'était pas froide. Elle était brûlante. « Tu m'as défendu, » il a dit. « Personne ne m'a jamais défendu. » Il avait tort, Adeline a dit. « Tu ne l'as pas tué. Je sais que tu ne l'as pas fait. » Le sourire de Silas s'est estompé. L'ombre est revenue. Il a retiré ses mains et s'est tourné pour regarder l'horizon de Londres. « Je ne l'ai pas tuée, Adeline, il a chuchoté. « Mais je suis la raison qu'elle est morte. » « Quoi? » Si Adeline s'est rapprochée. L'incendie, Silas a dit, sa voix se brisant. Ce n'était pas un accident. Il a été allumé par un homme à qui je devais de l'argent. Une dette que je ne pouvais pas payer parce que j'étais trop fier pour demander de l'aide. Lydia n'est pas morte à cause d'une bougie renversée. Elle est morte à cause de mon arrogance. Il s'est tourné vers elle, ses yeux pleins de larmes. « C'est pourquoi j'ai payé les dettes de ton père, » il a confessé. « Pas pour t'acheter, mais parce que je t'ai vu vivant dans une maison bâtie sur le jeu et l'orgueil.
Et je savais comment cette histoire finit. Je voulais te sauver de devenir une autre Lydia. Adeline l'a fixé, raclement de gorge. Les pièces du puzzle se sont mises en place. La froideur, la distance, ce n'était pas de la haine, c'était de la culpabilité. Il était terrifié que s'il s'approchait d'elle, son monde la détruirait aussi. Silas. Elle a tendu la main vers lui. Non. Il a reculé. Tu ne comprends pas. L'homme qui a mis ce feu, l'homme qui a tué Lydia. Il l'a regardé. Son visage pâle. Il est de retour. La lettre que j'ai reçue, ce n'était pas juste une invitation au bal. C'était une menace. Il sait que je tiens à toi. Et tant que tu es avec moi, tu es une cible. Il a serré la balustrade de pierre. C'est pourquoi tu vas à la campagne demain, il a dit, sa voix redevenant d'acier. Seul. Je t'envoie loin, Adeline, pour ton propre bien. Je ne vais pas. Les mots ont coupé l'air glacial de la nuit sur le balcon, plus aiguisé que le vent. Cela se gelait, ses jointures blanches contre la balustrade de pierre. Il s'est tourné vers Adeline, ses yeux grands d'incrédulité. « Tu n'as pas le choix », il a grogné, sa voix baissant à un grave dangereux. « Jonas Vargo est un boucher. Il a brûlé ma première femme parce que j'étais en retard sur un paiement. Il ne veut plus d'argent, il veut me voir saigner. L'endroit le plus sûr pour toi est l'Écosse. » Adeline s'est rapprochée. Le velours émeraude de sa robe froissant. Elle a pris sa main froide dans les siennes. « Tu as acheté une femme, Silas, pas une poupée à placer sur une étagère. J'ai survécu à mon père. J'ai survécu à la pauvreté. Penses-tu vraiment que je courais pendant que tu affrontes les fantômes seuls? » Silas l'a fixé, cherchant la fille timide qu'il avait épousée. Il n'a trouvé qu'une guerrière. Il a laissé échapper un souffle rauque, posant son front contre le sien. « Si tu restes, tu le fais à tes risques et périls. » « Je sais, » elle a chuchoté. « Alors nous partons ce soir, » il a dit, sa prise se resserrant. « Si Vargo veut une guerre, nous lui en donnerons une sur notre propre terrain. » Le retour à Blackwood Manor était une course contre la montre. Ils sont arrivés sous un déluge de pluie, transformant immédiatement la maison d'un foyer en une forteresse. Les volets étaient boulonnés et les quelques serviteurs de confiance étaient armés. Mais la vraie menace n'était pas à l'extérieur des murs. Elle était déjà à l'intérieur. À 3 heures du matin, Adeline était dans la bibliothèque quand elle a entendu le clic distinct de la lourde porte d'entrée se déverrouiller. Le cœur martelant, elle a attrapé un lourd tisonnier en laiton et a couru dans le couloir. La scène devant elle l'a arrêtée net. Les portes massives étaient grandes ouvertes à la tempête. Debout sur le seuil se trouvaient 3 hommes, 2 brutes imposantes, et Jonas Vargo, appuyé sur une canne avec une poignée en tête de mort argentée. Mais c'était l'homme tenant la porte ouverte qui a brisé son monde. « Père », elle a soufflé. Lord Reginald Fairfax se tenait tremblant, puant le cognac. « Je suis désolé, Adeline », il a marmonné, refusant de croiser ses yeux. Il a acheté la dette. Il a dit qu'il pardonnerait tout. Je devais juste ouvrir la porte. « Tu nous as vendus », Adeline a chuchoté, la trahison coupant plus profondément que n'importe quel couteau. « Touché quelques-uns », Vargo a dit d'une voix traînante entrant. « Où est le duc? Sortez de ma maison. » Cela se tenait du haut des escaliers, un revolver pointé sur la poitrine de Vargo. « Tirez-moi et la vieille femme. » « Diesel. » Vargo a souri, claquant des doigts. Des ombres, un voyou a émergé avec un couteau à la gorge de Madame Sterling. Cela s'est gelé. Lentement, agonisamment, il a baissé l'arme et l'a jetée en bas des escaliers. Les voyous l'ont saisi instantanément, le traînant au sol et le forçant à genoux. Vargo a délivré un coup de pied vicieux aux côtes de Silas, puis s'est tourné vers le père d'Adeline. « Bien joué, Reginald. Vous pouvez y aller. » Le comte a trébuché sous la pluie sans regarder en arrière, laissant sa fille mourir. Vargo a tourné son regard vers Adeline, sortant une boîte d'allumettes de sa poche. L'histoire se répète. Vargo a ricané. « Te regarder brûler et comment je le brise enfin.
Il a allumé une allumette et l'a jetée sur les lourds rideaux de velours de l'arcade de la bibliothèque. Le tissu sec a rugi à la vie, les flammes léchant le plafond. Non! Silas a crié, luttant contre ses ravisseurs. Glenn a reculé, la terreur la saisissant. Mais alors que le feu rugissait, elle a vu la corde fixant le massif lustre en cristal au taquet mural à côté d'elle. Elle a regardé Vargo, riant dans la lumière du feu. Elle a regardé Silas, désespéré et brisé. Elle n'a pas couru. Elle a balancé le tisonnier en laiton avec toute sa force, écrasant le taquet de fer. La corde a cassé. Au-dessus d'eux, la montagne de verre et de cristal a chuté. Vargo a levé les yeux juste au moment où le lustre s'est écrasé, l'enterrant instantanément sous une tonne de verre brisé. Le sol a tremblé. Les voyous étourdis par l'impact et la perte de leur chef ont tressailli. C'était tout ce dont Silas avait besoin. Il a projeté sa tête en arrière dans le nez d'un homme, a saisi le revolver tombé et a tiré un coup de semonce. « Sortez !» il a rugi, « ou vous le rejoignez. » Les voyous se sont enfuis dans la nuit. Silas s'est précipité sur l'épave jusqu'à Adeline, la tirant dans ses bras juste au moment où la fumée commençait à les étouffer. « Toi, femme folle et merveilleuse. » Il a étouffé, enfouissant son visage dans ses cheveux. À l'aube, l'incendie était éteint. La bibliothèque était ruinée, mais la maison tenait. Adeline et Silas étaient assis sur les marches du perron, couverts de suie, regardant le soleil se lever sur les landes. Le gendarme avait déjà pris le corps de Vargo et arrêté son père plus loin sur la route. Silas lui a tendu une flasque de cognac, sa main tremblant légèrement. « Je n'ai plus rien à offrir, » il a dit doucement. « Ma bibliothèque est cendre, ma réputation sera en lambeaux. Et ton père, j'ai un jardin qui a besoin de travail. » Adeline a interrompu, prenant une gorgée. « Et tu as une femme qui sait comment gérer les épines. » Silas l'a regardé, un lent sourire perçant la crasse sur son visage. « Je t'aime, Adeline. Je pense que je le fais depuis le moment où tu m'as dit de couper ce rosier. Je t'aime aussi. » Elle a souri, posant sa tête sur son épaule. Le manoir derrière eux était cicatrisé tout comme eux. Mais alors que la lumière du matin frappait la pierre, Adeline savait que ce n'était plus une cage. C'était finalement une maison. Et ainsi le duc et la duchesse de Kensington n'ont pas juste survécu à l'incendie, ils ont forgé une nouvelle vie à partir des cendres. Ils disent que si vous visitez Blackwood Manor aujourd'hui, la bibliothèque a été reconstruite. Mais la cicatrice sur le sol reste un rappel que certains liens ne sont renforcés que par la chaleur de la flamme. Adeline n'a plus jamais baissé son regard, et Silas n'a plus jamais lâché sa main. Quelle montagne russe d'émotions! D'une mariée vendue à une duchesse guerrière qui a sauvé son mari. Cette histoire nous rappelle que la vraie force n'est pas une question de puissance physique, mais le courage de tenir bon quand le monde entier s'attend à ce que vous couriez. Raclement de gorge. Si vous avez apprécié ce récit dramatique du duc et de la duchesse de Kensington, veuillez donner une grosse pouce levé à cette vidéo. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Et dites-moi dans les commentaires, auriez-vous pardonné au père? Je veux entendre vos pensées. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.